Bonjour à tous, bonjour Alain Boer. Bonjour. On va essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé à Paris en cette fin de semaine. Ce qui est évident, c'est qu'un palier très important a été franchi. En termes de bilan humain, c'est indiscutable. Jamais il n'y a eu autant de victimes d'un attentat terroriste en France dans la période moderne. Par contre, en termes d'équipement, de sophistication, de coordination, on est malheureusement plutôt dans le classique et même dans le bas du classique. Quand même, il y avait une vraie organisation cette fois-ci qu'il n'y avait pas dans les précédents attentats. Si, l'organisation était présente. Les attentats du 7 janvier avaient une coordination et une volonté très claire, une mise en scène affichée, même une coordination entre deux organisations ou supposées organisations concurrentes, ce qui restait d'Al-Qaïda d'un côté et l'apparition de l'État islamique de l'autre. Et donc, il y a en la matière un processus qui s'est répété et qui était connu et même annoncé depuis un certain temps. Donc, à l'exception du suicide programmé des Shahid, puisque c'est le nom qu'il se donne, qui est une nouveauté sur le territoire national, mais déjà expérimentée à de nombreuses reprises ailleurs, il n'y avait pas de tant de progrès que cela. Mais le bilan humain, lui, oui. Sur le vocabulaire, vous dites État islamique et pas Daesh. Ben non, je ne suis pas à Al Jazeera, je suis à France Télévisions. C'est une télévision qui parle français. Alors l'idée de ne pas dire État islamique, qui est le nom qu'il se donne pour dire Daesh, qui veut dire État islamique en arabe, est une facilité. Quand on ne dit pas Daesh, on a l'impression que c'est une lessive. Donc la question, c'est de donner à l'ennemi le nom qu'il a. Le seul moyen de lutter contre un ennemi, c'est de savoir qui il est, comment il s'appelle et comment il fonctionne. Le fait d'en faire autre chose ne garantit pas le succès, plutôt l'inverse. Les ordres seraient venus de Belgique. Est-ce que la Belgique, aujourd'hui, c'est la plaque tournante du terrorisme islamiste? Le problème, c'est que ce n'est pas aujourd'hui. C'est que ça fait déjà une dizaine d'années que Verviers, Molenbeek sont connus, repérés, identifiés. C'est là d'où viennent les assassins du commandant Massoud. Il y a eu une opération très lourde juste après le 7 janvier, justement. Les armes de Koulibaly et lui-même venaient de Belgique quand ils ont été contrôlés sur l'autoroute. Donc c'est un sujet extrêmement connu, repéré, signalé d'ailleurs par les meilleurs services de police judiciaire ou de renseignement belges. Mais comme vous le savez, la Belgique a longtemps été la plus grande organisation non gouvernementale du monde et la situation de son État central a été longtemps affectée par une certaine incapacité à la réaction. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un manque de coordination entre les services français et belges? Alors la coordination est plutôt bonne. Le sujet, c'est qu'on est face à une sorte de ligne Maginot 2. C'est-à-dire que pour froisser personne, les Belges surveillent les Belges et les étrangers sur leur territoire. Nous surveillons les Français et les étrangers sur notre territoire. Mais l'idée que 9 Français puissent aller en Belgique commettre un attentat ou que 9 Belges ou résidents belges, même français, puissent venir en France n'était pour l'instant pas prise en considération. Et donc, dans une Europe sans frontières, parce que c'est la logique de la libre circulation, nous nous sommes trouvés face à un problème particulier qui est la deuxième ligne Maginot. Celle-là, elle est terroriste et elle a le même effet que la première. Est-ce que les services de renseignement français sont organisés comme il le faut? Alors, ils sont très très bons pour la collecte, très très bons pour la réaction après un attentat. Le problème, c'est que le bon antiterroriste, c'est plutôt quand on empêche l'attentat plutôt que quand on arrête les auteurs. Et paradoxalement, 90% des attentats n'ont pas lieu. Ils sont donc très efficaces. Le problème, c'est de passer de 90 à 99, 100% étant hors de portée. Et là, c'est la défaillance que nous avons par rapport à l'analyse. Le renseignement français, il est composé essentiellement de gens qui font du contre-espionnage ou qui viennent de la lutte contre le crime organisé. Dans les deux cas, le temps est un ami, car il faut remonter les filières, aller tout en haut, récupérer un nouveau numéro de téléphone, une cache, une planque, bref, quelque chose. Dans l'antiterrorisme, c'est exactement l'inverse. Le temps est votre ennemi. L'Internet a boostérisé le terrorisme, il faut agir vite. Et deuxièmement, contre-espionnage, on ne partage rien avec personne, tout est secret. Dans l'antiterrorisme, il faut partager tout avec tout le monde. C'est très compliqué parce que ça devient schizophrénique. Donc on a un sujet, c'est que nous n'avons jamais créé de structure qui ne fait que de l'antiterrorisme. On a toujours créé des espions qui faisaient de l'antiterrorisme et des policiers qui faisaient de l'antiterrorisme. Il y a peut-être un moment où l'analyste, c'est-à-dire le sujet qui manque au milieu, doit être une priorité. Donc là, il y a une vraie réforme à mener. Réforme, je ne dirais pas. C'est que plutôt qu'un empilement de mesures toutes partant d'un bon sentiment mais qui font un joli capharnaüm, on pourrait peut-être faire une sorte de fusion générale et d'avoir un seul service qui fait ça. Ce que le seul service occidental a réussi, c'est la police de New York après le 11 septembre, en disant on ne fait plus confiance à personne, on va le faire nous-mêmes. Ce qui est frappant, c'est que la plupart de ces kamikazes étaient français. Comment vous expliquez que ces Français n'aient pas été intégrés à la nation française et même souvent détestent
la France? Alors, d'abord, chez les opérateurs terroristes, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les radicalisés, même si ce mot n'a pas beaucoup de sens, issus de la mouvance arabo-musulmane et de notre histoire coloniale, et vous avez les convertis, sur lesquels la question que vous posez ne pourrait pas se poser parce qu'ils n'ont pas besoin de s'intégrer. Ils appartiennent à ce qu'on appelle les Français de souche, je dirais plutôt racines, parce que les souches, c'est des arbres morts. Mais ils rejettent la France aujourd'hui. Et ils rejettent la France. Alors, ils la rejettent, les premiers, parce qu'ils sont entre deux cultures, à la recherche d'une identité, d'une personnalité, d'une affirmation, qu'ils se sentent méprisés. Vous noterez d'ailleurs que la quasi-totalité sont des garçons, puisque les jeunes filles, elles, en général, ont un rythme d'intégration tout à fait remarquable et exceptionnel. Donc, nous avons un problème d'intégration sexuée qui est une curiosité sociologique. Et puis, d'un autre côté, vous avez des convertis qui, eux, affirment leurs problématiques. Mais pourquoi sont-ils des dissidents ? Ils le commencent par l'être criminellement. La plupart d'entre eux sont connus pour des activités de délinquance et de criminalité. Le passage au terrorisme n'est qu'un processus où ils veulent faire encore plus mal et devenir encore plus visibles, être reconnus. C'est un effet à la fois de la twitterisation et de Facebook. Twitterisation, tout va plus vite. Facebook, on veut enfin être célèbre. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de déjouer de nouveaux attentats, d'empêcher de nouveaux attentats ? Vous savez, c'est comme pour tout. La seule chose qui fonctionne, c'est le renseignement humain et encore le renseignement humain. On a eu une sorte de fétichisme technologique où on pensait qu'en utilisant un moteur de recherche, il allait vous donner la réponse. Il vous donne 8 millions de réponses. Vous n'avez pas le temps de chercher la bonne puisqu'elle n'arrive pas dans l'ordre que vous souhaitez, mais dans l'ordre que le moteur vous propose. Il faut faire l'inverse, comme un journaliste. Si vous lisiez que les dépêches AFP toute la journée, ça serait fastidieux, inintéressant, votre taux d'écoute serait à zéro et on se demanderait à quoi vous servez. Vous servez parce que vous avez une expérience, une compétence, un choix, vous faites une hiérarchisation de ce que vous voulez traiter comme sujet et donc c'est ça votre plus. Et bien c'est pour ça qu'on vous regarde et pas une autre chaîne. Donc il y a des choix qui sont faits et ces choix-là, c'est la capacité au renseignement humain, à l'interprétation. La technologie, ce que j'appelle moi la quincaillerie quand je suis de mauvaise humeur, ne sert qu'à aider, à faciliter ou à accélérer le cerveau, pas à le remplacer. Merci. William, c'est à vous. Merci, messieurs. Tiens, justement, à propos de ce que dit Alain Bauer à l'instant, la quincaillerie, comment communiquent-ils entre eux? Vous allez voir, les outils de communication évoluent et sont de plus en plus difficiles à intercepter. Et parfois, on est très surpris, comme va vous le montrer Laura Tenoudji dans quelques instants.